Bonjour à tous, ici Linefield. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur les imprimantes 3D. Petite vidéo pour vous présenter les différentes parties qui constituent une imprimante 3D basique. Donc on va partir sur une imprimante de type FDM, donc à dépôt de fil. C'est ce qui se fait de plus courant sur le marché, notamment dans le grand public. Donc on va pas parler de frittage laser, ni de SLA, ni de DLP, ce sera pour d'autres vidéos. Et donc nous sommes en présence ici d'une Hypercube. Donc Hypercube modèle original, celui développé par Tech2C, c'est une RepRap. Au sujet des RepRap, il y aura une autre vidéo entièrement dédiée pour parler plus en détail des RepRap, qu'est-ce que ça implique et quels sont les avantages et inconvénients. Donc ici, on va parler de la machine en elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui la constitue, les différentes pièces, et surtout les termes que vous pourrez retrouver sur les forums et sur Facebook dans les groupes d'impression 3D. Donc des petites explications pour les débutants pour s'y retrouver un peu mieux dans les termes. Donc quand je dis imprimante classique, on va rester sur du basique, pas avec 10 millions de moteurs, pas avec 10 millions d'axes, on est sur du 3 axes classique. Ces imprimantes au niveau des pièces qu'on pourra retrouver sur des imprimantes aportiques comme les Prusa, des imprimantes cubiques cartésiennes comme les Ultimaker, etc. Donc comme ça tout le monde peut s'y retrouver. Premièrement, le premier constituant de notre imprimante 3D, c'est le châssis. Ici, vous voyez que vous êtes sur un châssis en profilé d'aluminium, donc c'est du 20 par 20, c'est du petit profilé. Ça permet d'avoir un châssis assez rigide et peu coûteux. Les imprimantes, en général, peuvent avoir des châssis en profilé, des châssis en plaques découpées. Donc l'Ultimaker, c'est du Dibond et de l'acrylique découpé, ça permet d'avoir un châssis rigide et qui couvre l'imprimante sur tous les côtés. On peut avoir aussi les Ortrax avec des châssis découpés dans de l'acier ou de l'aluminium. Le châssis, c'est une pièce très importante. Ça permet d'obtenir la rigidité de l'imprimante. Ça va être un peu la base. Si vous avez un châssis qui va être bancal, l'imprimante sera bancale. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ensuite, on arrive à la partie mécanique qui va permettre à la tête de bouger. Ici, sur cette machine, la tête, on la voit ici. Enfin, un petit zoom. La tête, c'est ici. Il va falloir la bouger sur deux axes, d'une Core XY, non pas d'une cartésienne. Donc ça, on verra dans une autre vidéo la différence entre les cartésiennes, les Core XY, les Delta et compagnie. Mais donc en gros, notre tête va avoir besoin d'aller sur deux axes. Elle va avoir besoin d'aller sur un axe X qui est dans ce sens-là, et sur un axe Y qui va être dans ce sens-là. Pour ce faire, notre tête, elle est sur deux axes. Le premier axe, donc X ici, il est constitué de deux tubes d'aluminium, sur lequel la tête elle a deux paliers lisses qui lui permettent de coulisser comme cela. Et ensuite sur l'axe Y, le chariot X qui est fixé donc sur l'axe X. Et ensuite on a deux petits chariots Y ici et là qui permettent de translater comme cela. Comment ça marche? Sur l'imprimante, on a deux moteurs qui gèrent X et Y ici. Celui-là et celui-là. Et donc c'est la rotation de ces deux moteurs-là qui va entraîner ces courroies qui passent ici et qui permettront donc de déplacer la tête dans l'espace. Comme vous pouvez le voir, on déplace la tête, ça permet d'imprimer. Donc on a donc les moteurs de X et Y qui entraînent les courroies et qui entraînent le X carriage ou le chariot X. Donc si on vous parle des axes, rappelez-vous qu'il y a l'axe X ici et l'axe Y comme cela. Ensuite on va avoir l'axe Z. L'axe Z, il est indépendant, c'est-à-dire que l'axe Z, il n'est pas censé bouger pendant l'impression, à part au changement de couche. Pour ce faire, il a ici un moteur à tige trapézoïdale. Je vous montrerai après comment c'est fixé, et donc ça permet simplement au plateau de monter et descendre. Au niveau des systèmes de guidage des axes, on peut avoir différents systèmes. On peut avoir des systèmes à roulement linéaire, très peu chers, assez bruyants, mais ça marche, c'est basique. Des systèmes à paliers lisses ou à IGUS, donc c'est des types de paliers lisses en polymère. On peut avoir des V-slots, comme sur les machines type CR10. On peut aussi avoir des rails linéaires, type MGN, qui permettent d'avoir un déplacement très précis, très silencieux et très efficace. Et toutes sortes de systèmes un peu plus exotiques. Au niveau des moteurs, les moteurs ils sont montés avec des poulies, comme vous voyez ici, qui permettent donc, à l'aide de crans, d'entraîner la courroie précisément. Pensez à toujours avoir vos poulies bien serrées, sinon vous risquez d'avoir des pertes de pas. On arrive maintenant à la partie extrusion. Au niveau de la partie extrusion, la tête d'impression, donc ici, est constituée de plusieurs pièces. Nous avons premièrement la hot end. Hot end que vous pouvez voir ici démontée,
qui elle-même est constituée de plusieurs parties. Donc on a premièrement la buse. La buse, c'est ce qui va donner le diamètre d'extrusion du fil et qui va nous permettre de jouer avec les vitesses et la solidité de la pièce par exemple. Donc la buse, en général, on va aller de buse de 0,2 mm à buse de 0,8 mm, même s'il existe bien sûr des tailles inférieures et des tailles supérieures. En général, la buse est démontable et interchangeable. Vous avez différents types de buses aussi, les buses laiton, les buses inox, les buses acier. Ça permet différentes utilisations. Ensuite, lorsqu'on le remonte, on a le bloc de chauffe, donc la partie chaude, qui va permettre à l'aide d'une thermistance et d'une cartouche de chauffe de chauffer le fil, et aussi de savoir la température du fil. Au-dessus de cela, nous avons un head break. Le head break permet de séparer la partie chaude de la partie froide et éviter d'avoir du filament fondu dans une partie où le filament a besoin d'être solide. Ensuite, nous avons la cold end, donc une sorte de radiateur qui permet de refroidir le fil justement dans cette partie-là et éviter que la chaleur de la cartouche de chauffe soit distribuée dans la tête. Sur un système de type Bowden, nous allons avoir ensuite un connecteur pneu fit ou autre qui permettra de relier un tube de PTFE, donc ici, au moteur d'extrusion. Donc sur certains systèmes, vous aurez le moteur d'extrusion, par exemple ici, que vous voyez ici. Ici, nous avons donc un Titan de chez E3D qui en fait, à l'aide d'une roue d'entraînement, vient pousser le filament dans ce tube de PTFE jusqu'à la buse d'extrusion. Mais sur certains systèmes, vous aurez le moteur qui sera monté directement avant la tête. Donc ici, qui est directement intégré à la tête, ce qui permet d'éviter l'effet ressort du PTFE et d'avoir plus de précision. Sur la tête, on a ensuite un ventilateur de refroidissement qui permet donc à l'aide de la cold end de refroidir tout cela. On a ensuite en général un ou plusieurs ventilateurs d'extrusion qui vient souffler directement sur la pièce imprimée pour refroidir le filament en sortie. Ici nous avons un capteur de hauteur qui permet un auto-leveling. Ce n'est pas quelque chose d'impératif, mais ça peut être un plus pour certaines. Et ensuite derrière, on peut avoir différents systèmes comme une carte qui permet de relier un faisceau à la carte mère ou toute autre sorte de capteur. Par exemple, capteur de fin de filament ou capteur de position. Ici, on a un capteur de fin de course, par exemple. Au niveau de la tête d'impression, vous pouvez voir certaines machines avec plusieurs têtes d'impression, plusieurs buses ou des systèmes un peu exotiques avec une seule buse mais plusieurs entrées. Cela permet de faire différents types d'impression, par exemple d'imprimer du filament soluble pour le support, d'imprimer en différentes couleurs, voire en différents diamètres d'extrusion. Tout ça pour gagner en qualité ou en efficacité. On fera aussi une vidéo entièrement dédiée à la multi-extrusion pour expliquer un peu les différentes technologies. Ensuite, on arrive au plateau. Le plateau est constitué de différentes parties. Donc on va parler de bed en anglais. Et en fait, le bed, c'est simplement la partie qui va monter et descendre. Cette partie sert à accueillir plusieurs systèmes, notamment le heat bed. Le heat bed, donc plateau chauffant. Le plateau chauffant donc, sert à chauffer la surface d'impression pour augmenter l'adhérence du filament. Sur certains filaments comme le PLA, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est un plus. D'autres filaments comme l'ABS ou le PETG, c'est tout à fait obligatoire, sinon votre pièce n'adhérera absolument pas. Sur le heatbed, il vous faut une sonde de température, parfois intégrée au heatbed. Cette sonde permet de savoir la température du plateau. Et ensuite, en général, on ajoute une surface d'accroche. La surface d'accroche peut être une feuille de verre, peut être une feuille de verre recouverte d'un Bulltec, peut être un système magnétique qui permet de retirer la partie accroche pour la plier et enlever la pièce plus facilement. On fera aussi une vidéo à part entière sur les différents types d'accroches pour vous permettre de choisir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, on arrive à la partie électronique. La partie électronique peut être plus ou moins simple selon le type de machine, mais pour aller à l'essentiel, il vous faut une carte électronique qui va pouvoir piloter et contrôler la machine. Donc la carte électronique peut être en plusieurs ou en une seule partie. Vous avez des systèmes simples, basiques, à base d'Arduino et de ramps. L'un permet de piloter comme un ordinateur, l'autre permet de joindre les informations sur les moteurs. Vous avez des systèmes un peu plus aboutis, comme par exemple les systèmes SmoothieWare, Duet, Rambo, etc., qui permettent en une seule pièce de faire tout cela. Cette carte électronique a en son sein un firmware, donc c'est en gros le logiciel qui va permettre de piloter l'imprimante. Ce logiciel, sur les machines du marché, vous n'avez normalement pas à y toucher. Si vous faites des machines vous-même, des RepRap, etc., ce sera à vous de le paramétrer. Et c'est à ne pas confondre avec le logiciel qui permet de slicer. Slicer qui lui va permettre de préparer son fichier 3D pour l'impression. Ensuite, on va avoir des steppers, parfois intégrés à la carte électronique. C'est ce qui va permettre de piloter les moteurs directement en envoyant du courant. Ces steppers se règlent. Là, le réglage se fait en tension, donc en volts. Et cela dépend de vos moteurs. Si vos moteurs ont des problèmes de surchauffe, etc., vous devrez vous pencher sur le réglage de vos steppers. Ensuite, on va avoir une alimentation, ce qui va tout simplement envoyer du courant à l'imprimante.
Les alimentations d'imprimante 3D sont en général en 12 ou 24 volts. Le 24 volts a l'avantage d'envoyer plus de courant dans vos pièces de chauffe, notamment la tête d'impression et le lit chauffant, ce qui permet d'avoir une chauffe plus rapide. Ensuite, on a les end-stop qui permettent de détecter la présence du chariot ou pas en butée, ce qui va donner à votre imprimante la faculté de s'arrêter avant de taper dans les murs. Les end-stop existent de différentes manières, il y en a des optiques, des physiques, des mécaniques, toutes sortes d'end-stop, même avec des petits lasers. Les plus simples et les plus courants sont les mécaniques, ça appuie simplement sur un contacteur qui fait office de fin de course. Ensuite, on peut avoir toutes sortes de capteurs, capteurs de fin de filament, capteurs de coupure de courant, etc. Ces capteurs sont des avantages, ce n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, on peut avoir un ou plusieurs écrans de contrôle qui vous permettront à la fois à l'aide d'une molette ou de boutons de piloter votre imprimante directement depuis l'imprimante, car sinon sans écran, vous devriez passer par un ordinateur obligatoirement en USB. Bien sûr, il ne faut pas oublier le filament. Donc ici, du filament de type PLA. Voilà, PLA blanc. Ça s'imprime très facilement. Donc là, pour la vidéo, c'est du PLA prêté gentiment par SOVB 3D, une société française, qui fabrique du filament Made in France. Et donc le filament existe en plusieurs diamètres. Donc généralement, c'est du 1,75 mm ou du 3 mm. Et pour cela, tout dépend de votre machine. Pensez à vérifier que votre filament est compatible. La plupart du temps, c'est du 1,75 mm qui se fait. Et donc votre filament va passer gentiment dans l'extrudeur. Il va aller jusqu'à la tête d'impression. Et ensuite, avec l'aide de la chauffe, va permettre d'extruder du fil. Donc on verra dans de prochaines vidéos comment paramétrer son imprimante au niveau du trancheur, donc le slicer. Les différents types d'imprimantes, quelles sont les technologies qui se font, quelles sont ce qui se fait de mieux, de moins bien. On va faire aussi des versus, donc différentes technologies mises face à face. Des vidéos tutoriels aussi sur comment assembler sa propre RepRap ou comment choisir sa machine et toutes sortes de vidéos autour d'impression 3D. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette petite vidéo, un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, toute remarque est bonne à prendre. Et bien sûr, n'oubliez pas de passer sur ma page Facebook, Linefield Cosplay and Props, pour voir mes dernières impressions 3D. Allez, à bientôt et portez-vous bien.